54 ans après la mort de Kwame Nkrumah, Accra redevient le centre de gravité de la conscience noire en accueillant la conférence internationale sur la justice réparatrice du 17 au 19 juin prochain. L'objectif, chiffrer, acter et réparer les stigmates de 4 siècles de traite négrière. Mais la surprise de ce sommet est plutôt diplomatique. Au milieu des chefs d'État africains invités, des leaders panafricains, un invité retient toute l'attention, Emmanuel Macron. Le président français a annoncé sa présence. Et pour certains, c'est un acte de courage politique inédit, quelques mois après le durcissement des résolutions de l'ONU sur les crimes coloniaux. Pour d'autres, c'est une opération de séduction désespérée d'une France bousculée qui tente de sauver ses derniers points d'ancrage sur le continent. Peut-on réellement réparer le grand crime de l'histoire? L'Afrique doit-elle exiger de l'argent, des excuses ou une rupture définitive avec l'Occident? Et surtout, Emmanuel Macron est-il à Accra pour solder l'histoire ou pour réécrire la France-Afrique? 90 minutes pour en parler avec nos spécialistes au plateau aujourd'hui. J'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir Dr Foli Gada Ekwe. Docteur, bonjour. Bonjour, cher Gilles. Merci d'être avec nous. Vous êtes historien, politiste, homme politique, directeur de l'Institut d'études stratégiques de l'Université de Lomé, président du mouvement citoyen uni pour l'intégration. Le CV est long, mais je vais l'abréger ainsi et présenter le deuxième invité, l'homme qui ne bouge pas et qui n'a pas bougé, son Excellence Sogoyou Kegewe. Bonjour. Bonjour Gilles, bonjour à nos téléspectateurs et bon dimanche à tous. Le journaliste, ancien ambassadeur du Togo à Afrique, Macron à Accra le 17, est-ce pour provoquer ou réparer? C'est le thème de cette émission. Vous êtes conviés à l'enrichir via particulièrement WhatsApp, plus 228 96 08 43 43. Notez-le, envoyez-nous ce que vous pensez de ce voyage de Macron à Accra. Je me ferai le plaisir de relayer vos contributions dans la seconde partie après 13 heures. Si vous nous suivez sur les réseaux sociaux qui nous relaient, notamment notre page Facebook et notre chaîne YouTube, n'oubliez pas de mettre votre pouce pour nous protéger. Commentez abondamment, que vous soyez d'accord avec nous ou pas. Si vous n'êtes pas encore abonné à nos chaînes, faites-le en même temps pour ne pas oublier. Ainsi, vous recevrez des notifications quand nous aurons de nouvelles vidéos. Alors, pour commencer avec le plateau, chers invités, voir le président français s'exprimer en Afrique sur les réparations de l'esclavage, est-ce pour vous une avancée historique, docteur Foli Ekwe, ou une stratégie politique pour sauver ce qui reste de la France-Afrique? Bonjour. Est-ce qu'on devrait parler de France-Afrique dans ce registre? Mais ça peut être aussi bien l'autre que l'un. C'est-à-dire que c'est une avancée historique. C'est irréfragable. Mais ça peut être également une stratégie. Il y a une stratégie qui est connue, que nous avons toujours observée. C'est qu'à chaque fois que les Africains se réunissent pour traiter un thème qui les intéresse, il y a comme toujours quelqu'un, un étranger, qui cherche à s'y mixer, à être présent, à participer. Et ça, c'est une pratique qui est devenue récurrente. Et c'est toujours une stratégie, c'est de bonne guerre, d'être dans les enceintes où les décisions peuvent se prendre, écouter un peu ce que les leaders et les responsables politiques africains vont dire. Mais il y a aussi également le fait que la France, en 2001, vous savez, la loi Taubira, a été au devant de la réponse des contradictions de Durban en déclarant au niveau national, légal, la traite négrière et l'esclavage comme crime contre l'humanité. Et maintenant, le dossier revient. Et les Européens, vous savez, ils s'entendent sur les grandes questions qui concernent les nations en rapport avec eux. Sur cette question, vous verrez qu'il n'y aura pas de président suédois, il n'y aura pas de président espagnol, il n'y aura pas de président italien, comme vous voulez, qui viendrait vers les pays africains. Ils sont tous derrière. Ils voient Emmanuel Macron. La France devient l'interface. Il faut voir à travers la France toute la série de monarchies
et des royaumes européens, et des hommes d'affaires européens, des compagnies, des banques, qui ont participé à ce négoce infâme et humiliant pour l'humanité, en fait, et pour les peuples africains. Ils sont tous derrière et la France vient. Il ne faut pas voir Emmanuel Macron. Il y a toute une suite de diplomates et des contacts qui ont été pris avec l'État ghanéen depuis longtemps sur cette question. Et ce n'est pas une présence improvisée. Et ce n'est pas la France même qui s'est invitée. C'est l'État ghanéen qui a invité la France. Ce qui veut dire qu'il y a une concertation. Il y a certains qui critiquent déjà le Ghana, mais c'est une présence diplomatique. On verra bien ce qui va se passer. La France, donc la face visible de l'iceberg de l'impérialisme pénitent. Excellence Sogoyou Kegiwi. Mais écoutez, le Ghana, c'est un État souverain. Il a une initiative et il invite qui il veut. Le Ghana est un pays anglophone. Il n'est pas complexé comme les pays francophones. Donc c'est un pays souverain. Il agit en son âme et conscience et il sait ce qui est bon pour lui. Donc en invitant le président Macron, le Ghana a fait usage de sa liberté, de sa souveraineté. Mais si c'était un pays francophone, ce n'est pas possible parce qu'il serait en train de ramper dans les rues à Londres pour voir s'il peut avoir l'autorisation d'inviter tel ou tel autre. Mais c'est un pays anglophone, il est libre. Maintenant, j'ai entendu des cris contre l'invitation de Macron. C'est vrai, au départ, moi-même, je me suis dit, mais ce n'est pas normal, il y a quelque chose qui ne va pas. Surtout que quand il a été question de réparation de l'esclavage aux Nations Unies, la France n'a pas montré beaucoup de zèle à soutenir l'idée. Pourquoi on invite la France aujourd'hui? Et après réflexion, je me suis dit, mais au fait, le président ghanéen John Dramani Mahama, il est très intelligent, il est plus intelligent que nous ne croyons. Si on condamne l'esclavage, on veut même des réparations pour l'esclavage, c'est qu'on condamne aussi la colonisation et on condamne surtout la néocolonisation. Le seul pays européen qui est en plein dans la colonisation et de la recolonisation de l'Afrique, c'est la France. Aujourd'hui, un député français parle, il gémit, ah non, il nous faut encore l'Afrique, on doit retourner au Sahel. Un ministre parle, non, il nous faut encore au Sahel. Un général, non, on doit retourner les conquérir. Le président Macron lui-même, non, c'est une bande d'ingrats, il faut qu'on les prenne. Donc, Dramani Mahama a vu que le seul problème contemporain de l'esclavage se trouve entre les mains de la France qui est en train de tordre le bras à des pays africains qui sont même frontaliers du Ghana. Donc le seul pays négrier qui existe encore, qui est fier de l'esclavage, qui est fier de la colonisation, qui est fier de la néocolonisation, c'est la France. Donc il était important qu'on l'invita à Accra pour lui dire, si nous condamnons l'esclavage et nous voulons des réparations, ce n'est pas ta nouvelle colonisation que nous allons soutenir dans le Sahel ou partout ailleurs en Afrique. Donc moi je crois que c'est un message que le président du Ghana a voulu passer à Macron. On attend de voir la figure qu'il va présenter à Accra et s'il ne va pas se mettre dans les nègreries dont il a fait preuve à Nairobi. Mais j'espère qu'il ne va pas faire ça. Bon, nègrerie, la formule, oui, mais attends, c'est en Afrique seulement qu'on peut faire ça. Oui. C'est pourquoi je parle de nègrerie. C'est en Afrique seulement qu'un chef d'État, qu'il soit africain, européen ou américain, peut faire ça. Tu le sais. Tu sais que ce n'est pas possible ailleurs. Tu ne peux pas faire ça chez les Chinois, les Vietnamiens, les Coréens. Tu ne peux pas. C'est inimaginable. Donc, moi, je crois que c'était bon qu'on invite Macron, qu'ils viennent comprendre que si aujourd'hui les Africains veulent des réparations sur l'esclavage, ça veut dire qu'ils ne vont pas tolérer une recolonisation, ils ne vont pas tolérer une re-esclavagisation des Africains et que la France doit mettre ses ambitions coloniales dans sa poche et retourner chez elle. Je voudrais profiter de la présence sur ce plateau d'un historien avéré, Dr Folly, pour questionner les fondements de l'esclavage, le fondement et la mémoire. De quoi parle-t-on en réalité? Vous savez, la résolution, Excellence le disait tantôt, 80-250 de l'ONU votée il y a quelques semaines, a durci le ton en parlant du plus grave crime contre l'humanité. Je voudrais savoir à quelle logique répondait l'esclavage, en fait. L'esclavage que nous avons subi
a répondu à plusieurs logiques. D'abord, il faut définir les concepts. Qu'est-ce que l'esclavage? Pour que nos téléspectateurs nous suivent mieux. L'esclavage, c'est un système économique et social fondé sur l'exploitation des esclaves. C'est un système économique et social fondé sur l'exploitation d'esclaves. Qu'est-ce qu'un esclave? Parce qu'aujourd'hui, il y a comme une diffusion diarrhéique, disproportionnée de ce concept qu'on applique à tout. Et on parle de l'activité de bonnage que les jeunes filles africaines font au Liban, mais les gens disent que c'est de l'esclavage. Mais ce n'est pas de l'esclavage. Ils ne sont pas des esclaves. Qu'est-ce qu'un esclave? Un esclave, c'est un être humain qui est la propriété privée d'un autre être humain en vertu des lois de la cité. C'est-à-dire, c'est une propriété légale. Un être humain qui est une propriété légale d'un autre. Un bien meuble, comme le dit le code. Un bien meuble. C'est-à-dire qu'il y a la dimension juridique et légale derrière. Donc ce n'est pas tous les systèmes de dépendance et de servitude humaine qu'on appelle l'esclavage. L'esclavage, c'est clair, c'est étatique, c'est dans la société, c'est admis, c'est légal. Mais est-ce qu'en Afrique, depuis que l'Afrique existe, je dis bien 200 000 ans d'existence, est-ce qu'on a déjà vu dans un royaume, dans un système africain, la possession légale d'un être humain par un autre? Non. Mais on a connu des systèmes de dépendance, de servage, de servitude, différents systèmes de... Mais cela n'a jamais existé. Alors, d'où vient l'esclavage? L'esclavage est une pratique eurasiatique. Elle a débuté depuis que les populations qu'on appelait les Sémites sont rentrées dans l'histoire. Mais je ne parle pas des Sémites dont on parle dans le livre de Genèse 10, c'est-à-dire les enfants de... le Sem, l'enfant de Noé. Non, le Sem, l'enfant de Noé, c'est de l'idéologie religieuse. Je parle des vrais Sémites qui apparaissent dans l'histoire en 1900, en moins 1900. Donc, il y a également... Les Sémites, c'est qui? C'est les Arabes, les Juifs, les Palestiniens, les Phéniciens. Ce sont ces peuples. Je dis bien moins 1900. Donc, dans tout le temps que les civilisations africaines se sont bâties, partout, un peu partout, il n'y a pas eu de système esclavagiste. Maintenant, l'esclavage que nous avons subi, nous ne l'avons pas subi d'abord des Européens, nous l'avons subi des Arabes, les Arabes jectanines, qui ont détruit le royaume de Saba et qui, après la mort du prophète Mohammed, grâce à Abou Bakr, vont rentrer en Égypte. Je sais que ce n'est pas Abou Bakr qui a fait le projet, c'est Omar qui est son successeur, qui vont rentrer en Égypte, mettre l'Égypte à feu et à sang. Je rappelle que, parce qu'il ne faut pas qu'on oublie la traite arabe transsaharienne. Parce que maintenant, on parle seulement de l'Europe, mais il y a également la traite transsaharienne. Pour arriver à Kérouane, les Arabes ont fait 800 000 morts, selon les textes, les archives, pour arriver à Kérouane. Et quand ils arrivent à Kérouane, ils décident de descendre vers Nouba, la Nubie. Et ils commencèrent par détruire tous les royaumes qu'ils trouvent. C'est-à-dire, c'est une violence qu'on n'avait jamais connue en Afrique. Et c'est en ce moment qu'ils ont imposé le bac. C'est quoi le bac? Parce qu'il faut partir du bac. C'est par le bac que les Européens également vont imposer des traités de fourniture de captifs aux rois et aux royaumes qui étaient dans les pourtours extérieurs de l'empire, ce qu'on appelait empire, qui n'est pas un empire, l'État fédéral du Mali. Le bac, c'est que vous fournissez par année 5000 hommes bien en forme aux Arabes. Et en plus, entre 3000 et 5000 jeunes filles au sein bien dressées. C'est ce que disent les textes, je n'invente rien. Et alors, comment peut-on produire 6000 hommes et 5000 jeunes filles par an? Vous les trouvez où? Alors vous commencez par comprendre l'origine de toutes les guerres fomentées pour produire des captifs. Ça, c'est ce que les Arabes vont faire. Mais après, ils vont venir vers l'Afrique du Nord. Et c'est eux qui ont institué ce qu'on appelle l'île d'Arguin, dont on ne parle pas dans l'historiographie. J'ai interrogé les jeunes collégiens, les jeunes lycéens du Togo en particulier, et même les étudiants à l'université en histoire, ils ne connaissent pas Arguin. Mais comment Arguin, c'est la plateforme initiale de l'esclavage, c'est-à-dire de la traite. C'est au large des côtes occidentales de l'Afrique.
Comme l'île de Gorée, plus connue. Exactement, l'île de Gorée, mais l'île de Gorée, c'est plus tardif. Arguin, c'est au début du négoce. Mais les rois européens, ils pratiquaient l'esclavage. À partir d'où? À partir des populations serviables de l'Europe centrale, de l'Europe orientale. Ça, c'est ce qu'on appelle les Slaves. Ils allaient ponctionner des populations humaines qu'ils utilisaient où? Il faut questionner l'histoire. Dans les plantations en Europe. Il y avait des plantations en Europe. Comment on explique la servitude de la glèbe en Europe? C'est parce qu'il y avait des plantations. Parce que l'économie européenne, je parlais tout à l'heure du système économique et social, l'économie européenne était fondée sur quoi? La féodalité, le féodalisme. Le féodalisme ne peut fonctionner sans les esclaves et sans les servants, c'est-à-dire les paysans serviles. C'est comme ça qu'il allait prendre. C'est pourquoi les populations sont appelées des slaves. Et slave, ça fait slave. Ça fait slavery. Donc, le mot même qu'on utilise, ça ne provient pas d'une langue africaine. Ça provient des langues européennes. Et c'est eux qui ont institué. Pourquoi ils se sont retournés vers l'Afrique? Et là, je réponds peut-être au fondement et aux logiques. Ils sont tournés vers l'Afrique parce que, en 1453, le phénomène du jeune Turc, les Turcs, c'est-à-dire les califats ottomans, vont prendre le contrôle de Byzance. Quand ils prennent le contrôle de Byzance, c'est la capitale de l'Empire romain de l'Est. Ils prennent le contrôle, ils ferment l'accès à toutes les mers qui permettaient aux Européens d'aller vers l'Europe centrale. Il n'y a plus d'esclaves. Il n'y a plus donc de main-d'œuvre pour cultiver les terres et pour, n'est-ce pas, alimenter le système féodal. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Nous étions vers la fin des guerres contre les Arabes. Et l'Europe avait fini la guerre des 100 ans entre la Grande-Bretagne et la France. Et alors, on parlait d'une unité européenne contre les Arabes et pour la reconstitution du... C'est ce qui est passé. Ils se sont dit, il faut maintenant se retourner vers l'Afrique. Qui a dit ça? C'est le pape. C'est le pape. C'est-à-dire, des fois, quand nous en parlons, les Africains n'en croient pas leurs yeux. C'est quel pape? Nicolas Perentituli. Nicolas V. Nicolas V, Perentituli. Je ne me souviens pas du nom du mot en latin. Mais c'est lui qui a publié les bulles. Et nous avons la bulle qu'on appelle Dum Diversis. Il y a une bulle, la fameuse bulle de 55, du janvier 55, qui s'appelle Romanus Pontifex, qui demande au roi du Portugal d'aller en Afrique chez les Sarrasins, les nègres, pour les prendre, les mettre en esclavage, prendre leurs terres. Les mettre en esclavage, prendre leurs terres. Et c'est comme ça que l'Infante, le fils du roi du Portugal, Alfonso V, Alfonso V, il avait une compagnie de navigation, parce que l'Europe a finalement fini par maîtriser la technique de navigation que les Arabes ont introduite en Europe avec les invasions arabes. C'est comme ça qu'ils sont venus et ils ont commencé. Les premiers captifs qu'ils ont attrapés en Afrique, c'est documenté. C'est dans l'ouvrage de Zouara. C'est 10 Africains qu'ils ont attrapés. 1441, le début de toute cette macabre histoire. Et dans ce livre, vous voyez le mot capturé plus de 60 fois. Il n'y a jamais le mot acheté. Personne ne vendait d'hommes en Afrique. Et personne n'a vendu des Africains aux Européens. Ils les ont capturés. Le monsieur qui écrit l'ouvrage, il est membre de l'expédition. Il décrit comment ils ont fait. À un moment donné, il dit que ces gens ne connaissent pas la guerre. Donc le commerce triangulaire est un faux concept? Bien sûr. C'est ce qu'on appelle la littérature apologétique que les africanistes ont écrit après, et qu'ils ont importé en Afrique coloniale pour enseigner dans les écoles. Il n'y a pas de commerce triangulaire. Il y a une capture violente, ce qu'on appelle les razzias, des Africains. De quels Africains? Parce que les royaumes périphériques étaient attaqués. Ils étaient attaqués. Alors, la capitale du Mali, Niani, on a commencé par envoyer des militaires pour comprendre ce qui se passe au pourtour extérieur du royaume. C'est comme ça, les premières guerres afro-européennes ont commencé. Quand vous demandez aux étudiants et aux Africains en général, est-ce que les Africains ont fait des guerres avec les Européens? Ils vont vous dire non. Ils ne savent pas qu'il y a mais il y a des guerres. Mais c'est des guerres réelles, comme les guerres que les Européens faisaient entre eux en Europe. Ces guerres sont documentées par Willem Bosman, qui a écrit l'ouvrage Voyage en Guinée. Et cet ouvrage est disponible.
aujourd'hui sur Gallica. On peut le télécharger gratuitement. Il explique comment les Hollandais, les Britanniques, les Français, tous ces pays-là fomentaient des guerres. Il y a eu d'abord les guerres afro-européennes qui permettaient de prendre les captifs. Ensuite, il y a eu des guerres intra-africaines parce qu'ils donnaient des armes à certaines chefferies pour résoudre les problèmes d'ego qu'ils avaient avec d'autres chefferies. C'est comme ça la production des captifs a commencé. Tout ça est documenté. En fait, ce qui s'est passé, c'est hors de l'humanité. Ces gens sont sortis de l'humanité. Et quand vous prenez les sources sur les conséquences, mais vous savez, ça c'est pour alimenter les terres qu'ils ont découvertes en Amérique. C'est pour alimenter, parce qu'ils ont découvert, déjà lorsqu'ils ont pris Capo Verde, ils se sont dit, mais c'est possible qu'une telle végétation existe, des palmiers, du caoutchouc. Mais ils n'en croyaient pas leurs yeux, alors que l'Europe était prisonnière insulaire chez elle. C'est quand ils ont dit, mais ils ont fait le tour sur les côtes jusqu'au bassin de l'Angola. Mais ça, c'est le paradis. Et c'est ce que Vorster va dire sur le plateau du prétoire de Pretoria. Il dit, ce que nous voulons, c'est une Afrique à jamais débarrassée des Noirs. Ce que je dis là, ce n'est pas une fable, c'est la réalité. Et il dit, et une Afrique à jamais débarrassée des Noirs serait à tout point semblable à un paradis terrestre pour l'homme blanc. Et c'est pourquoi quand vous parlez, vous dites que Emmanuel Macron n'arrive pas à dire pardon, parce que le projet n'est pas à terme. En fait, ce qu'ils ont fait avec le Vatican, ils ont pris des... Et quand vous prenez les conséquences démographiques de cette affaire, comment on tuait les nègres, on prenait tout, mais on a déporté même des chefs de tribus, des ministres de la Défense. Le papa est l'ancêtre de toute cette ouverture. C'était le ministre de la Défense du royaume d'Arobé. On a déporté des rois, on a déporté des sages africains. C'est-à-dire, ils sont venus, ils ont pris les nègres parce qu'ils ont eu la supériorité militaire. Et il n'y avait aucun contentieux entre nous. Mais le seul contentieux qu'ils ont cité dans les textes, moi je cite les textes, c'est que les Noirs faisaient partie des armées arabes. Les Noirs qui ont subjugué l'Europe. Les Arabes qui ont subjugué l'Europe. Les Noirs faisaient partie des armées arabes. Donc il faut envahir aussi les terres des Noirs. Alors ce qui s'est passé, c'est cela. Il y a d'autres fondements. Il y a des fondements doctrinaux, exégétiques, religieuses. La malédiction qu'ils appellent noachique, mais qui ne devrait pas être noachique parce que Noé n'a pas maudit Cham. Noé a maudit Canaan dans le texte même qu'ils ont écrit eux-mêmes. Je suis dans Genèse 25, Genèse 10, Genèse 25. Et ils disent que les Noirs sont les esclaves des esclaves du frère Sem. Le grand frère qui serait Sem, le petit frère Japhet, et les Noirs seraient le dernier. Mais comment on peut, et je vois les Africains qui lisent ces choses dans la Bible, que l'origine des peuples après le déluge de Noé, c'est trois grands peuples, les Sémites, les Japhétistes qui sont les Européens, et puis, n'est-ce pas, les Noirs qui sont les Chamistes. Mais comment se fait-il que les Sémites et les Japhètes et les Chams vont naître au même moment? C'est impossible, ce sont des femmes. Je vous dis que les Blancs apparaissent dans l'histoire de l'humanité à moins 25 000 ans, alors que les Nègres existaient à moins 200 000 ans. Tous les éléments de la civilisation étaient mis en place. La domestication des bêtes sauvages. Tout cela a été fait. Et les Sémites viennent d'où? Eux, ce sont des métis de blancs et de noirs. Ce qu'on appelle dans l'anthropologie préhistorique les centodermes. Mais les centodermes apparaissent à moins 5000 ans. Mais les Sémites, j'ai dit que c'est à moins 2000 ans. Le récit de Abraham et des Hyksos, c'est à partir de 1850, lorsque toutes les pyramides en Afrique étaient déjà construites. C'est-à-dire toute la science était déjà posée. Et donc, eux, ils disent maintenant qu'ils sont les grands frères de l'humanité, alors qu'ils sont les derniers. Et nous avons des textes qui démontrent d'où vient le complexe d'infériorité initiale de ces gens. Et pourquoi ils ont voulu renverser l'ordre qui existait sur Terre en Antiquité. Et pourquoi ils ont inventé le racisme? Parce qu'ils ont voulu, n'est-ce pas, s'insurger contre Dieu. Parce qu'en fait, c'est la rébellion contre Dieu qui aurait déshérité les Blancs, qui aurait donné tout aux Noirs. Et dans l'Antiquité, tous les textes, depuis les savants grecs qui ont été enseignés en Afrique, eux-mêmes, je ne parle pas des romantistes du 19e siècle allemand, eux-mêmes, ils ont écrit que les Noirs sont les premiers habitants de la Terre. Et c'est des êtres divins. Et la noirceur était associée à la beauté divine. Ouais, la mélanine. Voilà comment les choses se sont transformées. Parce que
Ils ont eu un complexe d'infériorité. Et donc le projet de destruction des Noirs, il n'est pas terminé. Lorsque les nègres pensent que c'est fini, ils se trompent. Et au moment où on parle de réparation, au même moment, il y a le terrorisme. Voilà. Pourquoi ils font le terrorisme au même moment? Bon, j'ai trop parlé, je pense. Mais il s'appelle Perentucelli. Perentucelli. Il s'appelle Perentucelli, le pape Nicolas V. Ému que je n'ai pas su vous couper. Excellence. Si c'était moi, tu m'aurais coupé. Ce qui fait extrêmement mal dans l'histoire, pour moi, finalement, ce n'est pas l'esclavage, la violence de l'esclavage lui-même, mais c'est toute la littérature fabriquée après pour l'habiller, pour le faire accepter, pour le faire boire, le faire aimer finalement par les Noirs eux-mêmes. Oui, tu sais, il faut dire les choses comme elles se présentent. L'esclavage n'est que l'aboutissement des violences indescriptibles. Il a parlé de l'esclavage arabe, mais personne n'en parle. Personne ne veut en parler. Nous tapons toujours sur les Européens, boum, boum, vous êtes des négriers, vous êtes enrichis grâce à... Mais les Arabes ont fait pire, mais personne n'en parle. Personne ne parle de l'esclavage arabe qui était plus violent. Écoutez bien. Qui a duré près de 1000 ans. Pardon? Qui a duré dans le temps, près de 1000 ans. Qui a duré. Et tous les Noirs qu'on a amenés dans ces pays arabes, ils sont où? Quand on a amené les Noirs en Amérique, ils sont encore là. Aux États-Unis, il y a des Noirs. Au Canada, il y en a. Au Brésil, il y en a. Même si l'Argentine a eu la diabolique idée d'effacer les Noirs, mais les autres pays ont des Noirs, des communautés noires connues. Où sont les communautés noires dans les pays du Golfe Persique? Il n'y en a pas. D'abord, on les castrait, et on les castrait comment? Mais toi, tu castres ton chien ou ta chèvre avec un peu plus d'attention. Pour les Noirs à castrer, ce n'était pas ça. Au moins 8 castrés sur 10 mouraient. Donc, les gens sont venus tomber en Afrique et ils se sont rendus que Dieu a donné le paradis aux Noirs, comme il a dit. Mais c'est la corne d'abondance. Ce qu'ils ont trouvé en Afrique, pour quelqu'un qui vient du désert d'Arabie, mais il se dit, mais attends. Ou de l'hiver. Pardon? Ou de l'hiver, qui vient du désert, ou bien voilà, de l'hiver européen. L'hiver européen, il se dit qu'il est au paradis. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a inventé des religions et des dieux, et on a dit aux Noirs, votre paradis là, c'est rien. Nous, on vous donne le paradis après la mort. Aujourd'hui, toutes les énergies des Noirs sont concentrées sur la conquête du paradis après la mort, alors qu'ils sont déjà assis dans un paradis que Dieu leur a donné gracieusement, sans leur rien demander en échange. Mais des gens humains sont venus, on leur a vendu des paradis. Aujourd'hui, le commerce du paradis est le commerce le plus lucratif. Ça rapporte plus d'argent que le commerce de l'esclavage. Il suffit tout de suite, tu fais une hutte là-bas, tu parles au nom de Dieu, tu promets le paradis. Il y a des gens même qui vendent des places au paradis. J'espère que tu es au courant. Donc, l'Africain a abandonné ce que Dieu lui a donné gracieusement. L'Africain n'avait rien demandé, mais Dieu le lui a donné. Et l'esclavage arabe a été 10 fois plus violent que l'esclavage occidental, parce que les Occidentaux, ils avaient quand même besoin de ces Noirs vivants. C'était leur comment tu dis ça, leur caterpillar, leur tracteur. Les Noirs étaient leur tracteur, leur caterpillar pour labourer, ensemencer, récolter. Donc, tous les propriétaires d'esclaves avaient intérêt à ce que leurs esclaves soient vivants et en bonne santé pour continuer à travailler pour eux. Mais on n'était pas dans la logique dans le Golfe Persique, il n'y avait pas de plantation là-bas. On ne fait pas de plantation dans le désert. Donc on pouvait les tuer comme on veut. Il n'y a pas de Noirs autochtones dans certains pays du Golfe Persique. Ça n'existe pas. Est-ce que tu sais qu'il y a des Noirs autochtones en Iran? Il y en a. En Iran. L'Iran dont on parle tous les jours. Là. Personne ne le dit. Personne ne dit qu'il y a des Noirs en Iran. Parce que dans les autres pays, il n'y en a pas. Comment ça s'est terminé? J'ai entendu parler des Noirs en Irak aussi. Oui, s'il y en a en Iran, il doit en avoir en Irak. Mais sinon, le reste effacé. Et comme je le dis, je reviens. Pourquoi l'invitation à Macron? Et il a bien exprimé, à savoir que le projet d'anéantissement du Noir n'est pas encore terminé. Moi, je suis surpris que les Noirs ne voient pas ce qui arrive. Au moins, nos ancêtres, ils ne savaient rien. Il n'y avait pas Internet.
Au temps de nos ancêtres, tu es assis ici, ce qui se passe à 10 km d'ici, tu n'es pas au courant. Mais aujourd'hui, nous sommes au courant de tout ce qui se passe aux quatre coins du monde à la minute près, instantané. Mais est-ce que l'Africain a changé? L'Africain n'a pas changé. L'Africain continue de voir seulement en son frère son ennemi. Est-ce que on nous a dit la théorie selon laquelle, oui, c'est les Noirs qui vendaient les Noirs? Bon, ça arrivait, après les guerres, c'est arrivé, mais il a expliqué clairement comment on fabriquait l'usine à esclaves. Donc, si les Noirs vendaient les Noirs, Gilles, est-ce que ça a changé? Tu n'es pas surpris qu'aujourd'hui, qu'il y ait des pays africains qui veulent leur liberté, leur souveraineté, et qu'il y ait d'autres pays africains qui vont s'ajouter aux Blancs pour casser ce désir de liberté et de souveraineté. Tu n'es pas surpris? Ça veut dire que le nègre aujourd'hui qui soutient la France pour piétiner, esclavagiser encore le Sahel, il est pire que le nègre analphabète d'il y a 2, 3, 4 siècles qui allait prendre son frère pour aller le vendre aux Blancs. Dis-moi en quoi nous avons évolué. Dis-moi en quoi nous avons changé. Monsieur Gada, ce que vous dites, notre problème numéro 1, c'est que nous ne connaissons pas notre histoire. Nos enfants ne connaissent pas l'histoire. Ils n'ont aucune idée. Quand on parle de colonisation, même la simple colonisation qui est terminée hier ou qui a fait semblant d'être terminée en 1960, nos enfants n'en savent rien. Ils sont sur TikTok. N'en savent rien. Est-ce que c'est ça le vrai problème? Oui, mais attends, parce que ils connaissent une histoire falsifiée, c'est plus grave. Oh, ah, ok. Mais, même la falsifiée, Oui, ils ne se donnent même pas la peine de la connaître, Gilles. Ils ne connaissent pas. Les histoires comme ça ne les intéressent pas. Il faut leur promettre autre chose. Mais dans quel sens nous construisons nos sociétés, nos États? Quelles sont les priorités de nos États? Parce que les personnes que vous citez, à la fin, ce sont des réceptacles des enseignements que nous autres nous produisons dans la société. Oui. Mais est-ce que nos États sortis de la colonisation ont affronté la question de la mémoire? Mais comment tu veux qu'ils affrontent la question de la mémoire quand à la tête de ton État, soi-disant sorti de la colonisation, on a mis quelqu'un qui était le prolongement direct de cette colonisation? Écoute bien, dans le système francophone, on a donné, ça se dit, hein, tu connais la formule, hein, on a donné l'indépendance à ceux qui la demandaient le moins et on n'en a pas donné. On n'en a pas demandé à ceux qui voulaient l'indépendance. Oui, c'est-à-dire qu'on a donné l'indépendance à ceux qui ne savaient que faire de l'indépendance. Donc on va leur dire, voilà, tenez, faites comme ci, faites comme cela. C'est de là que relève l'histoire de la monnaie. La monnaie scélérate, la monnaie assassine, la monnaie exploitatrice. Aujourd'hui encore, il y a des Noirs qui soutiennent ça, quand d'autres Noirs qui s'éveillent disent non, ça ne doit pas aller comme ça. Mais ceux qui s'éveillent n'arriveront pas au pouvoir. Et si par hasard ils se retrouvent au pouvoir, on leur fait des coups d'État. Oui, mais bien sûr, ça, on le sait. Toi et moi, nous le savons. Bien sûr. Toi et moi, nous le savons. Il y a une conscience africaine qui est réelle, qui existe, mais qui n'est pas dans les instances de décision. Maintenant, ce qui m'intéresse dans ce que vous avez dit, il y a un conflit entre les Noirs. Oui. Mais le conflit entre les Noirs, il est inévitable. Il n'est pas mauvais. Il nous permet de résoudre le problème de traîtrise que nous avons à l'intérieur de nos sociétés. Parce que si on n'affronte pas ce conflit, si on ne met pas au banc les traîtres, ceux qui sont incapables de prendre les positions qu'il faut devant l'étranger, on ne pourra jamais s'en sortir. Et ça, c'est un problème africain, ce n'est pas un problème européen. Aujourd'hui encore, je suis d'accord avec vous, ce que vous expliquez concernant la génération qui vient ou la génération actuelle. Mais il y a beaucoup de facteurs qui ont concouru à cela. Oui, bien sûr. Il n'y a plus de culture, excusez-moi, il n'y a plus de culture des valeurs aujourd'hui. Il y a la course vers le bien matériel, la sensation et les téléphones portables, le TikTok, les réseaux sociaux. Il n'y a plus de fondement. Vous avez parlé de la colonisation. La colonisation a été possible grâce aux guerres afro-européennes que nous avons perdues. Mais vous avez un peuple qui perd toujours les guerres face aux Européens. Mais on se demande pourquoi nous n'agissons pas sur la question sécuritaire. Les Juifs qui ont subi la Shoah, mais ils se sont militarisés jusqu'aux dents. Mais les Africains aujourd'hui. Oui, les Africains qui ont fait 4 siècles d'esclavage. Mais je m'étonne de voir les Africains contents, qui dansent, ils croient qu'ils vivent dans une vie normale. Même la langue que nous parlons, c'est la langue étrangère. Est-ce qu'on se rend compte? On n'a pas encore, on ne sait pas réapproprier notre univers. Et lorsqu'il y a des voix comme les nôtres qui en parlent,
Des gens peut-être nous considèrent, mais ces gens, ils sont sur quelle planète? Ils ne voient pas que le monde. Non, nous sommes le centre du monde. Et nous le serons, nous le sommes, nous le serons toujours. Et nous le redeviendrons. D'ailleurs, je voudrais ajouter, parmi les motivations, il y a une histoire qui a disparu des textes. C'est le fameux royaume du prêtre Jean. Ouais. C'était une obsession au XVe siècle. Éthiopie, non? Oui. Ils cherchaient le royaume du prêtre Jean, qui serait un royaume chrétien, Oui. différent de leur christianisme, et qui serait le paradis sur terre. Et ils cherchaient donc l'Éthiopie. Et il y a cette obsession-là qui a conduit les explorateurs à aller vers l'Afrique. Mais nous avons trouvé encore, il y a de cela quelques années, des documents où les missionnaires, dans leur rapport, ils écrivent qu'ils sont venus en Afrique pour rechercher les restes du peuple d'Israël. Mais attention, ce n'est pas le peuple d'Israël, des Israéliens d'aujourd'hui qui sont là. Parce que l'histoire a été complètement falsifiée à tel point qu'on ne se rend pas compte nous-mêmes que nous avons produit, nous les Africains, nous avons produit les deux grands systèmes religieux les plus importants au monde. La religion d'Osiris, qui était au cœur de la royauté pharaonique, et la religion adonaïte, qui a été provoquée par le pharaon Akhenaton, et dont le prêtre illustre était Osarship Moussa, ce que les chrétiens appellent Moussa. Parce que les catholiques, ils ont volé les textes des Africains, ils ont modifié les noms, et ils disent que c'est le judaïsme. Alors qu'en réalité, la révolution adonaïte était la deuxième grande religion africaine. Et c'est ça qui a donné lieu à la chrétienté. La chrétienté qui est différente du christianisme. Parce que la chrétienté, ça vient de l'Égypte et de l'Éthiopie. C'est Christ, KRST, ce qui veut dire le gardien des grands mystères divins. Et c'est les disciples de ce Christ, les chrétiens, qui ont été martyrisés par les Romains. Et c'est parce qu'ils n'arrivaient pas à dompter cette chrétienté noire qu'ils ont inventé le christianisme pour étouffer la chrétienté et pour créer un Jésus blanc. Alors, lorsque nous parlons de ces choses, on dit que le niveau de complot contre les Noirs est tellement assourdissant que si les Africains étaient conscients des dynamiques, mais Rousseau, qu'est-ce qu'il a écrit dans un ouvrage dont je ne vais pas citer le titre? Rousseau écrit que si lui, il était un des princes des royaumes d'Afrique, il mettrait sur la muraille de son royaume deux archers qui tireraient des flèches empoisonnées sur tout individu à peau blanche qui s'aventurerait vers son royaume. Qu'il soit enfant ou vieux. Ça, c'est Rousseau qui est blanc qui le dit. Parce qu'il a vu les atrocités que les Européens ont fait subir aux Noirs. Il dit, comment les nègres peuvent-ils encore accueillir des gens comme ça? Mais c'est un truc de fou. Mais au moins, si nous disons que nous sommes les grands frères de l'humanité, nous avons créé une civilisation martique basée sur la maths, la justice, l'amour. Au moins, il faut que nous soyons conscients. Nous connaissions les gens avec qui nous sommes en train de discuter. Mais le problème, comme vous l'avez dit, et l'ambassadeur l'a dit, il n'y a pas de conscience. Aujourd'hui encore, dans nos rues, quand un Européen passe, les enfants sortent, même les adultes, Yovo, bonsoir. Mais l'État peut interdire ça quand même. 60 ans après l'indépendance. Et c'est une pratique sociale qui n'est pas bien. Non. Et il faut. Écouez, bon, maintenant. Pardon de vous interrompre, parce que si c'est les enfants qui font Yovo, bonsoir, moi, ça ne me gêne pas. Mais c'est que même tes intellectuels, excuse-moi, voilà. Tu en fais partie. Ces enfants deviendront voilà. Justement. Attends. Même nos intellectuels, mais ils sont complexés devant un blanc. Va à Paris, prends un clochard, achète-lui une tenue, amène-le à Lomé. Même les ministres vont se courber en deux pour le saluer. Donc, ce n'est pas le problème de l'enfant dans le quartier, moi, ça ne me gêne pas. L'enfant est paradigmatique, c'est un modèle que je prends. Hein? On se comprend. Parce que ici, c'est les grands qui sont courbés devant les blancs. Oui. Et c'est ça le danger. Oui. Comment tu crois? Je reviens sur le Sahel. Qu'un certain Visilier, il semble qu'on l'a condamné à 20 ans de prison et c'est un scandale. Macron est prêt à déclencher une troisième guerre mondiale avec une bombe atomique et il dira que c'est la faute aux Maliens. Comment tu crois qu'un aventurier comme ça arrive au Mali et arrive à prendre des généraux maliens à sa cause pour faire des coups d'État à un président qui prône la souveraineté? Comment tu peux comprendre ça? Ces généraux, quand même, un général, c'est pas n'importe quoi.
Mais on a convaincu un blanc qui a le visage tuméfié d'un ivrogne est arrivé à le convaincre qu'il faut qu'il se joigne à lui pour renverser l'ordre établi de la souveraineté. Ces généraux, ils pensent que leur tour arrive aussi. Voilà. Ils pensent que leur tour. Comment tu peux comprendre? Donc, dans la sociolinguistique, tout ce qui est bon, excellent, on l'associe aux blancs. Ouais. Les fruits, les noms. Oui. Quand vous avez la qualité supérieure dans la sociolinguistique, dans nos langues, là, on l'associe les papayes, les noix de coco, etc. L'huile, quand c'est bon, on l'associe aux blancs. Et quand c'est de moindre qualité, ça appartient à la noirs. Tant que nous n'accorderons pas de l'importance aux Africains qui réfléchissent, parce qu'il y en a, qui réfléchissent, qui créent. Il y a des Africains qui réfléchissent. Ouais. Quand tu prends le cas, moi, il y a un gars là, moi je ne le connais pas, je le vois écrire, celui qui dit qu'il faut former 10 000 mécaniciens. Il s'appelle quoi déjà? Un jeune... Mais personne ne l'écoute. Il dit qu'il faut former les gens en mécanique. Personne ne l'écoute. J'ai entendu parler d'un Béninois qui a créé un robot qui opère, c'est-à-dire qui fait la chirurgie, mais personne n'en parle. Si c'était un blanc, tous les chefs d'État africains lui auraient étalé le tapis rouge. Personne n'en parle. Donc, si nous ne donnons pas de l'importance à nos jeunes créateurs, on ne s'en sortira jamais. Allons demander à l'Iran comment il a fait. Plus de 47 ans d'embargo total. Comment il a fait pour aujourd'hui défier les plus grandes puissances militaires du monde? On va clôturer cette première partie. Je voudrais qu'on évoque quand même les séquelles contemporaines de l'esclavage, le passé qui ne passe pas. C'est comme ça que je l'intitule. Il s'appelle Fagnon. L'homme qui veut former les mécaniciens s'appelle Fagnon. Je lis toujours ses écrits. Mais personne ne l'écoute. Alors, docteur, on parle de justice réparatrice, mais comment mesure-t-on scientifiquement le manque à gagner et le retard de développement subi par le continent africain à cause de la saignée démographique de la traite des Noirs? Oui. D'abord, le premier pas serait d'arriver à objectiver le coût démographique, comme vous le dites. Et juste quelques chiffres. Quand vous prenez le port de Londres a armé environ 6 000 bateaux. Le port de Bristol en a armé 3 500. Et Liverpool, nous sommes autour de 4 750 bateaux armés. Et ça, ce sont les chiffres des minimalistes, parce que la communauté est divisée en deux, les maximalistes et les minimalistes. Et parmi les minimalistes, le plus illustre qui a publié en 69, il s'appelle Philip Curtin, Atlantis, Slave Trade et Census. C'est lui qui a ouvert la boîte sur les recherches sur la démographie, le coût démographique. Il parle de 12 millions 5 d'hommes, mais il ne tient pas compte des pertes, il ne tient pas compte de ceux qui sont morts durant la traversée. Mais les maximalistes arrivent à 250 millions. 250 millions. Depuis le Golfe, c'est-à-dire sur le Golfe de Guinée, on considère également des ponctions qui ont été faites de l'autre côté, au niveau du Moana Matete. Zanzibar. Mais vous savez, il y a la femme de Cheikh Anta Diop. Ce n'est pas parce qu'elle est sa femme, Louise Maïs Diop. Elle est démographe, elle est sociodémographe. Elle a fait une étude où elle dit qu'au XVe siècle, nous étions autour de 600 millions. Mais elle fait les estimations au XIXe siècle, à la fin du XIXe siècle, nous étions environ à 200 millions. Elle estime à 400 millions les pertes de vies humaines, c'est-à-dire la perte démographique de l'Afrique noire en général. Bien, si on ajoute les 80 millions minimalistes de la traite arabe, nous sommes autour de 500 millions. Mais comment vous pouvez, lorsque on vous dit pour capturer une personne, il y a 9 qui meurent. Voilà. Après, quand ils remplissent les bateaux à partir des forts qui sont sur nos côtes, on a une petite maison des esclaves ici aussi, chez nous, à Agbodrafo. Quand ils remplissent, ils arrivent, les minimalistes disent que c'est 25% de pertes. Et le plus minimaliste des historiens français, qui fut un maître de conférence, Olivier Pétré-Grenouillot, qui a écrit un ouvrage, une constellation d'erreurs, bref, je laisse tomber, il parle de 45 à 50% de pertes en général. Donc nous sommes à des chiffres incroyables. Mais comment vous pouvez réparer ça? Qui peut réparer ça? On ne peut pas réparer ça. Alors on peut parler du symbolisme.
On peut parler comme en Afrique, chez nous parlons de la reconnaissance, de la reconstruction de la mémoire. Mais j'entends, vous avez posé la question, mais comment peut-on quantifier les indemnisations, le coût des indemnisations de ce massacre, qui n'est pas que physique, parce qu'il y a les complexes dont nous avons parlé tout à l'heure. Il y a le complexe de Stockholm qui s'en est pris aux Africains, qui font que des Africains esclavagisés sont devenus amoureux de leurs bourreaux. Et il y a tout cela dans le présent. Vous avez parlé des réminiscences du passé dans le présent. Il y a tout ça. Il y a le fait que l'homme africain considère son prochain comme son ennemi. Parce qu'il y a eu une période décrite par Bosman justement où les guerres intra-africaines sont devenues tellement fratricides, où on n'avait plus confiance l'un en l'autre. C'est l'origine de la défiance africaine. C'est l'origine du fait que les chefs de l'État se font traiter par des médecins étrangers qui sont blancs. Nos chefs d'État se font protéger par des services secrets qui sont étrangers, qui ont des informations stratégiques sur le fonctionnement de nos États, parce qu'ils ont peur de leurs citoyens. Mais ils n'ont pas tort d'avoir peur, parce qu'il y a toujours un nègre, quelque part, à qui on dira de faire un coup d'État pour prendre de l'argent. Vous voyez, tout cela, c'est les conséquences de la traite et de ces épisodes que nous, les Africains, nous avons subis. Comment réparer? Qui réparer? Je vais vous redonner la parole, parce que nous devons marquer une pause pour des impératifs commerciaux et une nouvelle édition du journal. Dans la seconde partie, on poursuit un peu le débat avant de donner la parole aux téléspectateurs. C'est quand moi je parle qu'il y a la pause.